Anton Thorne était l'homme le plus riche de la ville. Mais cela était juste une couverture. En réalité, il était un roi vampire, un veuf laissé seul avec 3 triplés magiques incontrôlables. Désespéré de trouver une mère pour eux, et pas juste une reine pour son empire, il cacha sa couronne et ses crocs pour tester sa nouvelle fiancée glamour. Il pensa qu'il avait trouvé le match parfait. Mais pendant que la beauté de la haute société complotait pour envoyer ses enfants loin, la femme de ménage invisible était la seule assez brave pour marcher dans la fosse aux lions. Quand la vérité sortira et les yeux du roi deviendront rouges, qui restera debout? Vous ne croirez pas le secret caché dans le sous-sol. L'offre d'emploi à l'agence de placement avait été encerclée à l'encre rouge, ce qui signifiait habituellement une prime de risque ou du désespoir. Pour Eliza Vance, c'était les deux. Êtes-vous sûr de celle-ci, Eliza? Madame Higgins, l'assistante sociale, ajusta ses lunettes, regardant le dossier avec un froncement de sourcils. Le domaine Thorne est passé par 5 nounous, 3 femmes de ménage et un majordome le mois dernier. Ils disent que les enfants sont difficiles. Eliza serra la sangle de son sac en toile usée. Je n'ai pas le choix, Madame Higgins. Les factures médicales de mon frère sont dues vendredi. Je nettoierai les sols. Je cuisinerai. Je ferai du babysitting d'animaux sauvages si je dois. Dites-moi juste que le salaire est réel. Le salaire est le triple du taux standard. Madame Higgins soupira, lui tendant l'adresse. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Le maître de la maison, M. Thorne, est un homme très privé. Le domaine Thorne était assis sur une falaise surplombant l'Atlantique orageux, une structure tentaculaire de pierres noires et de flèches gothiques qui semblait avoir été arrachée du 19e siècle et déposée dans le Maine moderne. Alors que la berline cabossée d'Alyssa crissait sur l'allée de gravier, le ciel s'obscurcit anormalement vite. Elle n'avait pas été embauchée comme nounou. Elle avait été embauchée comme spécialiste temporaire de l'assainissement, un mot sophistiqué pour une femme de ménage. L'agence dit que la maison était si grande qu'ils avaient besoin de mains supplémentaires juste pour préparer la prochaine fête de fiançailles du maître. Eliza frappa aux massives portes en chaîne. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau. Soudain, la lourde porte s'ouvrit en grinçant d'elle-même. « Bonjour » appela Alyssa, sa voix résonnant dans le foyer caverneux. L'air à l'intérieur sentait le parfum cher, les vieux livres et quelque chose de métallique comme le cuivre. « Vous êtes en retard ?» Une voix profonde et veloutée résonna des ombres du grand escalier. Alice sauta, faisant tomber son seau de nettoyage. Un homme entra dans la lumière tamisée. Il était grand, d'une beauté dévastatrice, avec des cheveux noirs corbeaux et des yeux si sombres qu'ils ressemblaient à des tunnels sans fin. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus que la vie entière d'Alyssa. Mais il avait l'air épuisé. C'était Anton Thorne. « Je suis désolé, monsieur. » Alyssa balbutia, s'agenouillant pour ramasser ses fournitures. Le GPS a perdu le signal près du portail. Anton n'offrit pas d'aide. Il la regarda juste, son regard intense, analysant son mouvement. Il ne la regardait pas comme un homme regarde une femme. Il la regardait comme un prédateur, décidant si quelque chose était une proie ou simplement une nuisance. « Vous êtes la nettoyeuse, » déclara-t-il platement. « Madame Higgins vous a envoyé. »« Oui, monsieur. Eliza Vance. »« Eliza. » Il testa le nom, le son roulant sur sa langue. « Restez hors de l'aile est. Restez hors du sous-sol. Et sous aucune circonstance vous ne devez vous engager avec mes enfants. S'ils vous parlent, ignorez-les. S'ils essaient de vous donner quelque chose, ne le prenez pas. Comprenez-vous? C'était un étrange ensemble de règles. Mais Alyssa hocha la tête. « Oui, monsieur. »« Bien. Vous commencez dans la bibliothèque. Ma fiancée, mademoiselle Isabella Sterling, arrivera sous peu. Je veux que l'endroit soit impeccable. » Il se tourna pour partir, se déplaçant avec une grâce anormale, silencieux comme de la fumée. Eliza laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait et se dirigea vers les doubles portes qu'il avait pointées. Elle entra dans la bibliothèque, une pièce à 2 étages remplie de milliers de livres.
Elle brancha son aspirateur, prête à travailler. Elle le nettoyait depuis 20 minutes quand elle sentit des yeux sur elle. Eliza éteignit de l'aspirateur. La pièce était silencieuse. « Bonjour. » Un rire résonna du plafond. Eliza leva les yeux. Perchés sur le dessus d'une étagère à 20 pieds dans les airs étaient assis 3 enfants, Orient. Ils semblaient avoir environ 6 ans, 2 garçons et une fille. Ils avaient tous les mêmes cheveux corbeaux que leur père, mais leur peau était pâle comme le clair de lune. Il a dit de ne pas lui parler, éclaircit la gorge, la fille chuchota. Il a dit qu'elle était juste laide, répondit l'un des garçons. Voyons si elle rebondit, dit le troisième avec un sourire maléfique. Avant qu'Eliza ne puisse comprendre comment ils avaient grimpé si haut, le garçon poussa une lourde encyclopédie reliée en cuir de l'étagère. Elle tomba droit vers la tête d'Eliza. Eliza ne cria pas. Des réflexes aiguisés par des années à esquiver les percepteurs de dette s'activèrent. Elle se déplaça en douceur, attrapant le lourd livre d'une main à quelques centimètres du sol. L'impact lui piqua la paume, mais elle ne le lâcha pas. Elle leva les yeux vers les enfants, non pas avec peur, mais avec un sourcil levé. « C'est une première édition, Alyssa éclaircit la gorge, dit calmement, époussetant la couverture. Si vous allez lancer des choses, utilisez les livres de poche. Ils sont plus aérodynamiques. » Les triplés la regardèrent la bouche ouverte. Ils étaient habitués aux nounous qui criaient. Ils étaient habitués aux bonnes qui s'enfuyaient. Ils n'étaient pas habitués à l'insolence. « Qui êtes-vous » demanda la fille, glissant le long de l'étagère avec une vitesse impossible, atterrissant silencieusement sur le sol. « Je suis celle qui va dire à votre père que vous traitez ces livres comme des balles de baseball. » Alyssa Bluffin. « Maintenant, allez-vous m'aider à épousseter ou allez-vous hanter une autre pièce? » Les triplés échangèrent un regard. C'était nouveau, et pour les enfants ennuyés d'un roi vampire, le nouveau était intéressant. Anton regarda le flux de sécurité depuis son bureau dans l'aile ouest. Il s'attendait à ce que la nettoyeuse s'enfuit en criant. Ses enfants, Liam, Samuel et Arya, étaient intenses. Ils avaient fait fuir la dernière nounou en faisant léviter son lit pendant qu'elle dormait. Mais cette fille, Eliza, les réprimandait simplement sur le système de classification Dewey. « Intéressant, » murmura Anton. « Qu'est-ce qui est intéressant, chérie? » La porte de son bureau s'ouvrit et Isabella Sterling entra. Elle était blonde, statuaire à couper le souffle, vêtue de soie rouge qui épousait ses courbes. Elle était la fille d'un sénateur puissant, de l'ancienne richesse et bien connectée. Dans le monde humain, elle était de la royauté. Pour Anton, elle était une alliance stratégique. Il avait besoin d'une mère pour les tripler. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse naviguer dans le monde humain pour protéger sa couverture. Isabella l'avait poursuivi sans relâche. Elle prétendait aimer les enfants. Elle prétendait vouloir une famille. Anton se leva. « Isabella, tu es en avance. » Elle glissa et embrassa sa joue. Sa peau était chaude. La sienne, elle était froide. Elle ne sembla pas le remarquer, ou peut-être qu'elle l'ignora juste pour le bien de son compte bancaire. « Je voulais voir les petits anges, » gazouilla-t-elle, bien que ses yeux balayèrent la pièce, évaluant la valeur des tableaux, « et je voulais discuter du gala. Nous devons finaliser la liste des invités. »« Les enfants sont dans la bibliothèque, » dit Anton. « Pourquoi n'irais-tu pas dire bonjour? J'ai un appel conférence. C'était le test. Il les testait toujours. » Le sourire d'Isabella vacilla une fraction de seconde. « Bien sûr, j'ai hâte. » Anton se rassit et changea le flux de la caméra vers la bibliothèque. Dans la bibliothèque, Eliza était sur une échelle, époussetant les étagères supérieures. Les triplés aidaient réellement. Liam lui tendait des chiffons. Samuel tenait l'échelle stable et Arya posait des questions sur la vie d'Alyssa. « Alors, vous êtes pauvre? » demanda Arya sans détour. « Arya? » Alyssa rit. « C'est impoli. Je suis financièrement défavorisé. Je travaille dur pour arranger ça. »« Mon papa a de l'argent, » dit Samuel. « Il a une pièce pleine de lingots d'or au sous-sol. »
Samuel, siffla Liam, c'est un secret. Elisa se contenta de sourire, pensant que c'était l'imagination d'un enfant. Eh bien, c'est très chanceux pour lui, mais je préfère gagner ma vie. La porte s'ouvrit et Isabella entra. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. La température sembla baisser, mais pas à cause des vampires. « Oh !» dit Isabella, sa lèvre se retroussant en regardant Alyssa. Je n'avais pas réalisé que le personnel était toujours là. Elisa descendit de l'échelle, essuyant ses mains sur son tablier. « Bonjour, maman. Je finissais juste. » Isabella l'ignora et se tourna vers les enfants. Sa voix monta de 3 octaves dans un ton mielleux et faux. « Bonjour, mes chéris. Regardez ce que je vous ai apporté. » Elle sortit 3 ours en peluche chers mais génériques de son sac de créateur. Les triplés regardèrent les ours avec dédain. C'étaient des âmes vieilles de plusieurs siècles piégées dans des corps d'enfants. Ils ne jouaient pas avec des ours en peluche. Ils jouaient avec la physique et les artefacts anciens. « Nous n'aimons pas les ours, » dit Arya Plightman. L'œil d'Isabella tressaillit. « Nonsense. Tous les enfants aiment les ours. Viens ici et fais un câlin à maman Isabella. » Elle tendit la main pour attraper Arya. Arya recula, faisant un pas en arrière. « Je ne veux pas, » dit Arya. « Ne sois pas une gosse. » Isabella fit craquer son masque, glissant. Elle attrapa le bras d'Arya fort, trop fort. « Aïe !» Arya hurla. Soudain, les lumières de la bibliothèque vacillèrent. Les lourds rideaux s'ouvrirent, raclement de gorge, comme si un vent de force coup de 20 avait frappé la maison. « Lâche-la, » dit une voix. Ce n'était pas Anton, c'était Alyssa. Elle s'était placée entre Isabella et l'enfant, ses yeux flamboyants. Elle était de la moitié de la taille d'Isabella et ne possédait aucune de ses richesses, mais elle se tenait comme un mur de fer. « Vous lui faites mal, » dit Elisa, sa voix basse. Isabella relâcha Arya, ayant l'air choqué que l'aide ose lui parler. « Excusez-moi, savez-vous qui je suis? Je suis la future maîtresse de cette maison. Vous êtes une femme de ménage jetable. Je me fiche que vous soyez la reine d'Angleterre, » dit Elisa, vérifiant le bras d'Arya pour des ecchymoses. « Vous n'attrapez pas un enfant comme ça. » Le visage d'Isabella devint rouge. Elle leva la main pour gifler Elisa. Dans son bureau, la main d'Anton se serra sur son bureau, fissurant le chêne massif. Il était sur le point de se précipiter là-bas et d'arracher la gorge d'Isabella, mais il n'eut pas à le faire. Alors que la main d'Isabella s'abaissait, Liam, le triplé le plus silencieux, plissa les yeux. Un lourd buste en bronze de Jules César s'envola de la cheminée, traversant la pièce à toute vitesse. Il n'était pas destiné à Isabella. Il était destiné à s'écraser entre eux comme une distraction. Crash! Le buste se brisa sur le sol. Isabella cria et recula d'un bond. « Cette maison est maudite! » hurla Isabella. « Et ses enfants sont sauvages. » Elle sortit de la bibliothèque, laissant les ours en peluche sur le sol. Eliza ne courut pas. Elle ne s'évanouit pas. Elle se tourna vers les 3 enfants terrifiants qui attendaient qu'elle panique à propos de la statue volante. Au lieu de cela, Elisa soupira, ramassant un balai. « Très bien. Qui m'aide à nettoyer? » Jules César. Samuel regarda son frère. « Je l'aime bien, » chuchota-t-il. « Moi aussi, » acquiesça Arya, frottant son bras. Dans le bureau, Anton regardait l'écran. Son cœur mort, qui n'avait pas battu depuis 300 ans, donna un seul coup douloureux. Il avait trouvé le sujet de test. Mais pour la première fois en un siècle, il ne regardait pas une mère potentielle pour ses enfants. Il regardait une femme qui les défendait. Il appuya sur le bouton de l'interphone. Mademoiselle Vance, sa voix résonna dans la bibliothèque. Eliza se figea, regardant les haut-parleurs au plafond. « Oui, Monsieur Thorne, laissez le désordre. Venez à mon bureau immédiatement. » Les épaules d'Eliza s'affaissèrent. Elle pensait qu'elle était virée. Elle regarda les triplés. « Soyez sages, » chuchota-t-elle, « et ne jetez plus de romains. » Elle sortit de la bibliothèque, se dirigeant vers l'aile ouest. Elle ne savait pas qu'elle marchait dans le cœur de la tanière du vampire, et elle ne savait certainement pas que la femme de ménage venait de devenir la personne la plus importante de la maison.
Mais en marchant dans le couloir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les ombres semblaient bouger avec elle, s'étendant pour toucher l'ourlette de sa robe, et pour la première fois, Eliza Vance sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. La marche vers l'aile ouest ressemblait à une procession funéraire. La maison était anormalement silencieuse, sauf pour le tic-tac rythmique d'une horloge grand-père qui sonnait comme un battement de cœur lent. Aliza lissa son tablier, ses mains tremblant légèrement. Elle avait besoin de ce travail. Son frère Toby attendait sa chirurgie, et si elle était virée maintenant, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Elle atteignit les doubles portes en acajou du bureau d'Anton et frappa. « Entrez !» commanda la voix. Ça ne sonnait pas en colère, ça sonnait affamé. Eliza poussa les portes. Le bureau était vaste, éclairé seulement par la lumière mourante du coucher de soleil filtrant à travers de lourds rideaux de velours. Anton Thorne se tenait près de la fenêtre, le dos tourné vers elle, regardant les vagues s'écraser en bas. « Vous m'avez appelé, monsieur ?» demanda Alyssa, gardant les yeux sur ses chaussures, cuir italien poli jusqu'à briller comme un miroir. Anton se tourna lentement. Dans la lumière tamisée, ses yeux semblaient briller d'une faible teinte cramoisie, bien qu'Elisa se convainquît que ce n'était qu'un reflet du coucher de soleil. « Vous avez défendu ma fille, dit-il, sautant les formalités. « J'ai fait ce que tout être humain décent ferait, répondit Elisa, son menton se levant légèrement. Mademoiselle Sterling était hors raclement de gorge de propos. Je m'excuse si j'ai outrepassé mes limites en tant que nettoyeuse, mais je ne m'excuserai pas de l'avoir arrêtée. Anton marcha vers elle. Il se déplaça avec cette même grâce prédatrice, silencieux et fluide. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. L'air autour de lui était glacial, contrastant fortement avec la chaleur rayonnante de la cheminée. « La plupart des gens sont terrifiés par mes enfants, » dit Anton doucement. « Ils les appellent des monstres, perturbateurs, peu aimables. »« Ils ne sont pas des monstres, » dit Eliza fermement, rencontrant son regard. « Ils sont seuls et ennuyés. Les enfants intelligents s'ennuient facilement, Monsieur Thorne. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour réellement s'engager avec eux, pas de leur lancer des ours en peluche. » Anton étudia son visage. Il pouvait entendre son battement de cœur, un battement régulier et rythmique. Il pouvait sentir le savon à la lavande qu'elle utilisait, et en dessous, l'odeur douce et enivrante de son sang. Il lui fallut chaque once de son contrôle vieux de plusieurs siècles pour ne pas se pencher. Elle était rare. Elle n'avait pas peur de lui. « Je triple votre salaire, » annonça Anton. Eliza cligna des yeux, stupéfaite. « Excusez-moi, vous n'êtes plus juste la nettoyeuse. Vous êtes maintenant la gouvernante. Votre devoir principal est les enfants. Vous ne répondez qu'à moi, pas à l'agence, et certainement pas à Mademoiselle Sterling. Mais Mademoiselle Sterling est votre fiancée. C'est la dame de la maison. » L'expression d'Anton s'assombrit. Elle est une invitée. Tant qu'il n'y aura pas de bague à son doigt et d'échange de vœux, elle n'aura aucune autorité sur mes héritiers. Acceptez-vous? L'esprit d'Elisa s'emballa. Le triple du salaire qui paierait les factures médicales de Toby en 3 mois. Elle pourrait enfin respirer. J'accepte, chuchota-t-elle. Bien. Ce soir, c'est le gala de fiançailles. Des centaines de personnes seront là. Je dois vous demander de garder les triplés hors de vue et hors de tout problème. Isabella veut qu'ils soient exposés comme des trophées pour une séance photo, mais je ne veux pas qu'ils soient paradés. Gardez-les à la crèche. Compris, monsieur. Une dernière chose, Alyssa, dit Anton, sa voix tombant à un murmure rauque. Ne descendez pas à la cave. Le vin pour la fête est monté par le personnel de traiteur. Vous n'avez aucune raison d'y descendre. La porte est lourde et les serrures sont capricieuses. Je ne le ferai pas, promit-elle. Alors qu'elle se tournait pour partir, Anton attrapa son poignet. Son toucher était comme de la glace. Un choc électrique traversa le bras d'Elisa, la faisant raclement de gorge.
Haleter, Anton retira sa main comme s'il s'était brûlé. « Allez !» commanda-t-il, se retournant vers la fenêtre. Et Lisa quitta la pièce, le cœur battante. Elle ne vit pas Anton serrer le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que le bois se brise dans ses mains. Il était dangereux. Il le savait, et il venait d'inviter la proie la plus tentante à vivre dans sa tanière. Le domaine Thorne se transforma la nuit. La morosité du jour fut remplacée par l'éclat des lustres en cristal et le murmure de la haute société. Des limousines s'alignaient sur l'allée, déposant l'élite de la ville. Politiciens, magnats et mondains, tous désireux d'apercevoir le milliardaire reclus et sa nouvelle fiancée trophée. Eliza était à l'étage dans la chambre d'enfant, qui ressemblait plus à un appartement de luxe. Elle avait passé les 3 dernières heures à construire un fort complexe, avec des oreillers et des couvertures avec les triplés. « Va-t-elle être notre nouvelle maman ?» demanda Samuel, jetant un coup d'œil depuis une tour d'oreiller. Il tenait un fer à souder qu'il avait volé au garage. Eliza l'avait confisqué doucement. « Mademoiselle Sterling ?» raclement de gorge, demanda Eliza distraitement, arrangeant un toit de couverture. « Elle sent les fausses fleurs et les pensées méchantes ?» murmura Aria, dessinant une silhouette de femme tombant dans un volcan. « C'est le choix de papa, dit Liam solennellement. Nous devons respecter la hiérarchie. Hiérarchie ou non, Eliza dit. Ce soir, vous 3, vous restez ici. Nous allons commander des pizzas et regarder des films. » Pizza? Les triplés applaudirent à l'unisson. Ils n'avaient jamais mangé de pizza. Les nounous précédentes ne leur avaient donné que de la purée de choux frisés biologiques. Soudain, la porte de la chambre d'enfant s'ouvrit en claquant. Isabella se tenait là, flanquée de 2 gardes de sécurité costauds. Elle était magnifique dans une robe argentée qui coûtait plus qu'une maison, mais son visage était tordu en une grimace. « Que faites-vous » hurla-t-elle. « Pourquoi ne sont-ils pas habillés? Le photographe est en bas. » Eliza se leva, brossant les peluches de son nouvel uniforme, une robe noire modeste qu'Anton avait fournie. Monsieur Thorne a donné des instructions explicites. « Mademoiselle Sterling, les enfants doivent rester ici. » Je me fiche de ce qu'Anton a dit. Isabella claqua. « C'est un homme. Il ne comprend pas. Ces enfants font partie de la marque. Habillez-les maintenant. » Elle jeta 3 tenues en velours à Eliza. Elles avaient l'air inconfortables et irritantes. « Non, dit Arya, croisant les bras. Eliza nous a promis de la pizza. » Isabella s'avança et attrapa le bras d'Alyssa, enfonçant ses ongles manucurés dans la peau. « Écoutez-moi, petite servante. Vous travaillez pour moi maintenant. Si vous ne les avez pas en bas dans 10 minutes, je vous ferai jeter à la rue et je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je sais pour votre frère malade, Eliza. Voulez-vous qu'il perde ses soins? » Eliza devint froide. Comment le savait-elle? C'est bas, chuchota Eliza. C'est du pouvoir. Isabella sourit. 10 minutes, elle sortit en trombe. Eliza regarda les triplés. Ils semblaient prêts à assassiner. Les yeux de Samuel vacillaient réellement en rouge. Non, dit Eliza, posant une main sur l'épaule de Samuel. Elle sentit une étrange chaleur émaner de lui. Raclement de gorge. Nous allons jouer son jeu pour l'instant, mais nous le faisons à ma façon. 20 minutes plus tard, Eliza descendit le grand escalier avec les triplés. Ils ne portaient pas les tenues en velours. Ils portaient leur propre costume miniature, élégant mais confortable, et Eliza marchait avec eux, la tête haute. La salle de bal se tut lorsqu'ils entrèrent. Anton, qui était piégé dans une conversation avec un sénateur, leva les yeux, ses yeux s'écarquillèrent. Isabella se précipita, un faux sourire plaqué sur son visage. Enfin, venez ici, mes chéris. Elle essaya de les diriger vers un photographe, mais le triplé l'évita et flanqua Anton. « Père, dit Liam, raclement de gorge, s'inclinant légèrement. « Mademoiselle Vance a dit que nous devrions venir souhaiter une bonne soirée à vos invités avant d'aller au lit. » Anton regarda Alyssa par-dessus la foule.
Il vit les marques rouges en forme de croissant sur son bras là où Isabella l'avait attrapé. Sa mâchoire se serra. Mademoiselle Vince est très sage, dit Anton. Isabella était furieuse. Elle fit signe à un serveur. Alors qu'Alissa passait avec un plateau de jus pour les enfants, le serveur, clairement payé, trébucha. Un plateau plein de vin rouge se déversa sur Alissa. La foule haleta. Elisa se tenait là, trempée de liquide cramoisi, sa robe ruinée, ayant l'air couverte de sang. « Oh mon Dieu !» s'écria Isabella, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Quelle maladresse! Vous avez gâché l'ambiance. Sortez d'ici, sale fille. Allez vous nettoyer. » Les invités gloussèrent et chuchotèrent. Eliza sentit des larmes piquer ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle se tourna pour partir. « Attendez !» La voix d'Aria résonna. Elle était petite, mais portait une étrange résonance harmonique qui fit taire la pièce. Aria pointa un petit doigt vers le serveur. Il l'a fait exprès. Elle l'a payé. Elle pointa à Isabella. « Ne sois pas ridicule, enfant. » Isabella rit nerveusement. « Anton, vos enfants imaginent des choses. » Anton s'avança. Il toucha l'épaule du serveur. L'homme pâlit, tremblant violemment. « Elle vous a payé ?» demanda Anton. Sa voix était d'un grognement bas. Le serveur regarda dans les yeux d'Anton et sentit la peur primale d'un animal proie regardant un prédateur. Il ne put mentir. « Oui, elle m'a donné 500 $ pour ruiner la robe de la nounou. » La pièce éclata en murmures. Le visage d'Isabella pâlit. « Un accident ?» Anton annonça à la pièce, sa voix commandant une autorité absolue. « Juste un malentendu. S'il vous plaît, profitez de la musique. » Il fit signe à la sécurité de faire partir le serveur. Puis il se tourna vers Alissa. « Descendez à la buanderie. Il y a des uniformes de rechange là-bas. Je ne trouve pas la buanderie, » balbutia Alissa, frissonnant à cause du vin froid. « C'est après la cuisine, la deuxième porte à gauche, » intervint Isabella rapidement. « Trop rapidement. Allez, dépêchez-vous. » Alissa hocha la tête et s'éloigna en courant, humiliée. Elle voulait juste se nettoyer. Elle trouva la cuisine et passa devant, puis elle trouva la deuxième porte à gauche. Elle était lourde, faite d'acier renforcé. Elle ne ressemblait pas à une buanderie. Elle ressemblait à un coffre-fort. Isabella avait dit « deuxième porte à gauche ». Eliza pensa que peut-être la buanderie était high-tech. Elle poussa la porte. Elle était à peine déverrouillée. Elisa entra. Ce n'était pas une buanderie. C'était un couloir de pierre froide bordé de congélateurs industriels. L'air sentait le fer et l'ozone. « Bonjour !» Elisa appela. Elle s'avança, confuse. Et elle vit un presse-papier accroché à l'un des congélateurs. Elle le ramassa. Type de journal au négatif. Donneur 445. Statut épuisé. Elisa fronça les sourcils. Donneur, elle tendit la main et ouvrit la porte du congélateur. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait des rangées et des rangées de sacs en plastique remplis de liquide rouge foncé. Du sang, des centaines de litres. Et sur l'étagère du bas, il y avait une fiole en verre remplie d'un liquide bleu, raclement de gorge, lumineux étiqueté. Concentré de veine, poison pour le roi Alaric. Alissa haleta, reculant. Elle heurta une table, faisant tomber un plateau d'instruments chirurgicaux. Le tintement résonna fort. « Je t'ai dit de ne pas descendre ici. » Elisa se retourna. Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, mais elle ne tenait plus un verre de champagne. Elle tenait un pistolet silencieux. « Tu es vraiment un fléau. » Isabella soupira, fermant la lourde porte en acier derrière elle et la verrouillant. « Je t'ai envoyé ici pour te faire accuser de vol de vin. Je ne pensais pas que tu trouverais réellement le garde-manger. »« Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Elisa, tremblante. « Sang, poison. Anton a besoin du sang pour survivre. » Isabella ricana, s'approchant. « C'est un monstre, une sangsue. Et moi,
Je suis la chasseuse de vampires qui va le tuer ce soir après l'avoir épousé et sécurisé l'héritage. Bien sûr, un accident tragique la nuit de noces. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Tu vas, tu vas le tuer. Et les brats, Isabella haussa les épaules. Mais d'abord, je dois m'occuper du témoin. Elle leva l'arme. Eliza, raclement de gorge, regarda désespérément autour d'elle. Elle était piégée dans un congélateur insonorisé avec une tueuse. Et la seule personne qui pouvait la sauver était le monstre qu'Isabella prévoyait d'assassiner. Le pistolet silencieux fit un petit son de pied pathétique. Mais la balle étincela violemment contre l'étagère métallique à quelques centimètres de la tête d'Elisa. Elisa tomba au sol, se précipitant derrière une civière en acier inoxydable, empilée d'outils chirurgicaux. Son cœur martelait ses côtes comme un oiseau piégé. Le froid du congélateur s'infiltra à travers sa robe mouillée, la glaçant jusqu'aux os. « Sors, Elisa. » Isabella chantonna sa voix résonnant sur les murs métalliques. Elle marchait lentement dans l'allée centrale, ses talons claquant sur le béton. « Ne rends pas ça sale. J'ai un gala à rejoindre. Je dois pleurer sur l'épaule d'Anton à propos de la bonne maladroite qui s'est enfuie de honte. » La main d'Elisa se referma sur un pot en verre sur l'étagère inférieure du chariot. C'était lourd. « Pourquoi? » cria Elisa, essayant de gagner du temps. « Pourquoi l'épouser si tu détestes ce qu'il est? L'argent, ma chérie? » Isabella rit, repoussant un seau de produits de nettoyage de son chemin. La fortune de la famille Sterling a disparu. Mon père l'a joué. Mais le domaine Thorne, il est sans fin. De l'or ancien. J'ai juste besoin de jouer la veuve éplorée pendant 1 an, et puis je serai la femme la plus riche de la côte Est, et en prime, je débarrasse le monde de 4 abominations. Elisa jeta un coup d'œil à travers l'écart du chariot. Isabella était à 10 pieds, le pistolet levé. « Ce sont des enfants, » cria Elisa. « Ce sont des parasites, » cracha Isabella. « Et vous êtes des dommages collatéraux. » Isabella se jeta autour du chariot, pointant l'arme sur la poitrine d'Elisa. Elisa ne réfléchit pas. Elle balança le lourd pot en verre de toutes ses forces. Ce n'était pas un coup gracieux, mais c'était désespéré. Le pot frappa le poignet d'Isabella. « Crac !» Isabella cria, laissant tomber l'arme. Elle glissa sur le sol, se faufilant sous une lourde étagère. « Petite sorcière !» hurla Isabella, serrant son poignet. Son visage se transforma de beauté en pure rage laide. Elle gifla Elisa avec force. Elisa recula, heurtant le mur. Sa tête craqua contre la pierre et sa vision nagea. Elle s'effondra sur le sol, étourdie. Isabella ne chercha pas l'arme. Elle fouilla dans sa pochette et en sortit un pieu en argent. Bien. Isabella haleta, planant au-dessus d'Elisa. « Je vais le faire à l'ancienne », elle leva le pieu. Elisa serra les yeux, attendant la fin, mais le coup ne vint jamais. Au lieu de cela, les lumières du congélateur vacillèrent et s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité absolue. « Quoi? » Isabella haleta. Un grognement grave et guttural résonna du plafond. Il ne sonnait pas humain. Il sonnait comme des plaques tectoniques qui se déplaçaient. Puis une petite voix enfantine chuchota de l'obscurité directement derrière l'oreille d'Isabella. « Tu as fait saigner, Elisa. » Isabella se retourna, fendant l'air avec le pieu. « Qui est-ce là? Montre-toi. » Une paire d'yeux rouges lumineux s'ouvrit dans l'obscurité. Puis une autre paire. Puis une troisième. Les triplés étaient perchés sur les unités de congélation, regardant vers le bas comme des gargouilles, mais ils ne ressemblaient plus à des enfants. Leurs ombres s'étiraient longues et déformées contre les murs, se tordant en forme monstrueuse. « Reculez !» cria Isabella, sa voix tremblante. « J'ai une veine, j'ai de l'argent. » « On s'en fiche, » dit la voix de Liam, sonnant comme 2 voix superposées. Samuel agita la main. La lourde porte en acier du congélateur claqua avec un grand fracas assourdissant, les enfermant tous à l'intérieur. « Vous avez blessé notre femme de ménage, » chuchota Aria.
Soudain, Isabella fut tirée en arrière par une force invisible. Elle claqua contre les étagères, renversant des centaines de poches de sang. Du liquide rouge explosa partout, inondant le sol. Isabella se débattait dans le désordre glissant, essayant de se lever, mais l'air autour d'elle sembla se solidifier. Elle était clouée au sol par la gravité elle-même. Elisa cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant. Elle vit les enfants descendre des étagères, flottant comme si la gravité ne s'appliquait pas à eux. Raclement de gorge. Ils entourèrent Isabella. « Ne la tuez pas » croissa Alyssa, se relevant. Sa tête battait. Les triplés regardèrent Alyssa, leurs yeux rouges s'estompant légèrement pour redevenir des ténèbres humaines. « Elle a essayé de te faire du mal » dit Samuel, montrant de petites défenses. « Si vous la tuez, » dit Elisa, trébuchant en avant. « Vous deviendrez ce qu'elle dit que vous êtes. Vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes les enfants d'Anton Thorne. Soyez meilleurs. » Les triplés hésitèrent. Le poids invisible sur Isabella se souleva légèrement. Isabella haleta, se précipitant vers la porte. Elle frappa sur l'acier. « Au secours! Aidez-moi! Il y a des démons ici. » La serrure de la porte cliqua lentement. Le lourd acier gémit. Il ne s'ouvrit pas normalement. Il fut arraché de ses gonds de l'extérieur. La porte métallique s'écrasa comme du papier d'aluminium et fut jetée de côté. Debout dans l'embrasure de la porte, encadré par la lumière du couloir, se tenait Anton Thorne. Il ne portait pas sa veste de smoking. Sa chemise blanche était déboutonnée au col et il rayonnait d'une aura de pouvoir si dense qu'elle rendait l'air difficile à respirer. Il regarda le sang sur le sol. Il regarda le front ensanglanté d'Alyssa. Et puis il regarda Isabella. « Papa !» cria Aria, courant vers lui. « Elle a un pistolet et un steak !» Anton ne parla pas. Il entra dans la pièce. La température chuta de 20 degrés instantanément. Le givre commença à ramper sur les murs. Isabella recula jusqu'à heurter le mur du fond du congélateur. Elle tremblait violemment. Elle avait déjà chassé des vampires, des égarés, des faibles, des jeunes. Elle n'avait jamais été devant un ancien, un roi, Anton. Elle balbutia, essayant de retrouver son calme. « Dieu merci, vous êtes là, la bonne. » Elle est devenue Paul. Elle a attaqué les enfants. J'ai essayé de l'arrêter. Anton traversa le sang répandu. Il ne tachait pas ses chaussures. Il semblait s'écarter autour de lui. Il s'arrêta à côté d'Elissa. Il ne regarda pas Isabella. Il s'agenouilla devant Elissa. « Êtes-vous gravement blessé ?» Raclement de gorge, demanda-t-il, sa voix incroyablement douce, un contraste saisissant avec le paysage infernal gelé de la pièce. Elissa secoua la tête, grimaçant. « Juste un mal de tête, je vais bien. » Anton sortit un mouchoir de sa poche et tamponna doucement la coupure sur son front. « Je sens votre sang, Elissa. Cela me stresse. »« Je suis désolé, » chuchota-t-elle. « Ne vous excusez pas de saigner, » dit Anton, ses yeux clignotant en rouge. « Excusez-vous de ne pas m'avoir appelé plus tôt. » Il se leva et tourna finalement son attention vers Isabella. « Vous avez dit qu'elle avait attaqué les enfants, » dit Anton calmement. « Oui, » cria Isabella. « Elle est folle. Regardez le désordre. » Anton inclina la tête. « Mes enfants, » dit-il, s'adressant aux triplés sans les regarder. Raclement de gorge. « Mademoiselle Vance vous a-t-elle attaqué? » « Non, père, » dit Liam. « Mademoiselle Sterling a essayé de tirer sur Elisa. Elle nous a appelés des parasites. Elle a dit qu'elle allait vous tuer pour votre argent. » Anton hocha la tête lentement. « Je vois. Ils mentent. » Isabella hurla. « Ce sont des monstres. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. » Raclement de gorge. Anton bougea. C'était un flou plus rapide que la pensée. Une seconde, il était près d'Alyssa. La suivante, il tenait Isabella par la gorge, la plaquant contre le mur givré. Ses pieds pendaient à un pied du sol. « Vous êtes entré chez moi, » chuchota Anton, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous avez menacé mes héritiers et vous avez frappé la seule femme qui leur a montré de la gentillesse en un siècle. » Isabella griffa sa main, haletant. « J'ai des amis puissants. La guilde. » Anton rit.
C'était un son sec et terrifiant. « Isabella, qui, à votre avis, finance la guilde? » Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Je possède la banque qui détient la dette de votre famille, » continua Anton. « Je possède le bâtiment où votre guilde se réunit. Je possède les politiciens que vous pensez vous protéger. Je ne suis pas juste un vampire, petite chasseuse. Je suis le système. » Il serra sa prise. « S'il vous plaît, » étouffa Isabella. « Je partirai. Je ne reviendrai jamais. »« Oh, vous ne reviendrez certainement pas, » dit Anton. « Anton, appela Elissa. Ne la tuez pas. » Anton se figea. Il regarda Elissa. Elle était debout maintenant, appuyée sur l'étagère. « Elle n'en vaut pas la peine, » dit Elissa fermement. « Si vous la tuez, la police viendra. L'enquête vous exposera. Les enfants perdront leur maison. Ne la laissez pas détruire cette vie. » Anton fixa Elissa. Le rouge dans ses yeux recula, remplacé par le noir profond et sans fin. Il desserra sa prise, laissant tomber Isabella au sol. Elle s'effondra, toussant et sanglotant. « Vous avez raison, » dit Anton. « La mort est trop rapide et trop salissante. » Il sortit un téléphone de sa poche et composa un numéro. « C'est Thorne, » dit-il au téléphone. « Exécutez le protocole 7 concernant la famille Sterling. »« Oui, tout. Saisissez les propriétés, rappelez les prêts et divulguez les dossiers des comptes offshore du sénateur Sterling à la presse. » Maintenant, il raccrocha et baissa les yeux vers Isabella. « Vous vouliez mon argent, » dit Anton froidement. « Maintenant, vous n'avez plus le vôtre. » Raclement de gorge. « Au matin, votre famille sera indigente. Vous serez traqué par l'IRS, le FBI et votre propre guilde pour votre échec. » Isabella leva les yeux, horrifiée. « Vous ne pouvez pas, c'est illégal. Je suis un vampire, Isabella. » Anton ricana. « Je me fiche des lois humaines. Je me soucie des conséquences. » Il fit un geste vers la porte. « Sortez de ma maison. Si jamais je vous vois, ou quiconque de votre lignée près de mon domaine à nouveau, je n'écouterai pas la miséricorde de Malvassacé. » Isabella se leva précipitamment. Elle regarda les triplés qui sifflèrent à l'unisson. Elle regarda Anton, qui ressemblait à la mort incarnée. Et elle regarda Alissa, la femme de ménage qu'elle avait sous-estimée. Elle courut hors du congélateur dans le couloir et ils entendirent la porte d'entrée du manoir claquer. Quelques instants plus tard, le silence s'abattit sur le congélateur. Anton expira, ses épaules se relâchant. Le givre sur les murs commença à fondre. « Papa, » demanda Samuel, « pouvons-nous encore avoir de la pizza? » Anton regarda son fils et laissa échapper un bref souffle incrédule. « Oui, Samuel, tu peux avoir de la pizza. » Il se tourna vers Elissa. « Nous devons vous emmener chez un médecin. »« Je vais bien, » insista Elissa, bien qu'elle vacillât légèrement. « Vraiment, juste une bosse. » Anton n'écouta pas. Il la souleva dans ses bras, à la manière d'une mariée. Elissa haleta instinctivement, enroulant ses bras autour de son cou. Il était froid comme du marbre, mais sa prise était sûre. « Tu ne vas pas bien, » dit Anton doucement, « et tu as fini de nettoyer pour ce soir. Liam, ferme le sous-sol, utilise la commande manuelle, nous montons à l'étage. » Alors qu'Anton la portait hors de la pièce éclaboussée de sang, Elissa, raclement de gorge, posa sa tête contre sa poitrine. Elle réalisa quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis son arrivée, elle pouvait entendre un battement de cœur en lui. Il était faible, lent et luttait, mais il était là. « Vous avez un cœur, » murmura-t-elle, à moitié délirante. Anton se raidit. Il regarda la femme dans ses bras, la femme qui avait affronté une arme pour ses enfants. « Je ne pensais pas en avoir, » chuchota-t-il, « jusqu'à ce soir. » La suite parentale du domaine Thorne était un endroit où aucun serviteur n'était jamais entré. C'était un sanctuaire de soie noire, d'acajou et de fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur l'océan éclairé par la lune. Anton déposa Alissa doucement sur l'immense lit à baldaquin. Elle se sentait petite contre les draps sombres, son uniforme de bonne tachée de vin et de poussière, un contraste frappant avec l'opulence qui l'entourait. « Je devrais aller dans ma chambre, » chuchota Alissa, essayant de s'asseoir.
Je vais abîmer vos draps. Les draps peuvent être remplacés, dit Anton, sa voix rauque d'émotion réprimée. Vous ne pouvez pas. Il marcha vers une armoire et versa un verre de liquide ambré, pas du sang, mais un brandy millésimé. Il le lui tendit, ses doigts frôlant les siens. L'étincelle électrique était toujours là, plus forte maintenant. Bois, ordonna-t-il doucement. Cela aidera avec le choc. Alyssa prit une gorgée. La chaleur se répandit dans sa poitrine, calmant les tremblements dans ses mains. Elle regarda Anton alors qu'il faisait les 100 pas dans la pièce. Il avait l'air agité comme un tigre en cage. « Vous saviez, » dit Elisa, brisant le silence. « Vous saviez qu'Isabella était dangereuse. » Anstan arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Je la soupçonnais d'être une chasseuse de fortune, raclement de gorge. Je ne savais pas qu'elle était une chasseuse de mon espèce. J'ai sous-estimé sa cupidité et j'ai surestimé ma capacité à protéger cette maison seule. » Raclement de gorge. Il marcha vers la fenêtre, fixant la lune. « Pendant 300 ans, Elisa, j'ai été seule. Ma femme, elle est morte en donnant naissance au triplé. Depuis lors, j'ai été un roi sans reine. J'ai interviewé des centaines de femmes, des comtesses, des aïeurs, des mannequins. Elles ont toutes vu l'argent ou elles ont vu le beau visage. Mais au moment où elles ont vu les enfants, les vrais enfants, elles, raclement de gorge, se sont enfuies. Il se tourna vers elle, ses yeux brûlants. J'ai créé un test. J'ai caché ma nature. J'ai laissé la maison tomber en désordre. J'ai laissé les enfants courir sauvagement. Je voulais voir qui resterait, qui nettoierait le désordre, qui s'occuperait des monstres quand personne ne regardait. Alyssa abaissa son verre, et j'étais juste la femme de ménage. « Tu n'as jamais été juste n'importe quoi, » dit Anton, marchant vers le lit. Il s'assit sur le bord, gardant une distance respectueuse. Pourtant, sa présence remplissait l'espace. « Tu es entré dans une maison de murmures, et tu as répondu par des cris. Tu as affronté 3 enfants vampires, et tu leur as appris les bonnes manières, et ce soir tu t'es tenu entre une balle et ma famille. » Il tendit la main avec hésitation, touchant une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. « Je suis un monstre, Elissa, » chuchota-t-il. « Je bois du sang. Je vis dans l'ombre. Mon monde est dangereux. Mais mon cœur, cette chose morte et silencieuse dans ma poitrine, il bat pour toi. C'est terrifiant. » Eliza le regarda. Elle vit la peur dans ses yeux anciens. Il n'avait pas peur des chasseurs ni du soleil. Il avait peur du rejet. « Vous n'êtes pas un monstre, » dit Elisa doucement, posant sa main sur sa main froide. « Vous êtes un père et un protecteur. Eh bien, vous devez travailler sur vos compétences en communication. » Anton laissa échapper un rire surpris. Cela transforma son visage, le faisant paraître plus jeune, plus humain. « Est-ce un oui? » demanda Anton, son regard s'intensifiant. « Est-ce une proposition? » taquina Elisa, bien que son cœur battait la chamade. « Pas encore, » dit Anton, son expression sérieuse. « Une proposition nécessite une bague digne de vous, et je n'ai pas encore eu le temps de cambrioler un musée. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais c'est une promesse. Restez avec nous, Alyssa. Pas comme nettoyeuse, pas comme gouvernante. Restez comme mienne. » Alyssa n'hésita pas. Elle avait passé toute sa vie à se battre pour survivre, à se battre pour son frère, à se battre pour payer les factures. Pour la première fois, elle n'avait pas à se battre seule. « Je suis chère, » chuchota-t-elle. « J'ai un frère avec des factures médicales et j'exige des week-ends de congé. »« J'achèterai l'hôpital pour votre frère, » murmura Anton, réduisant la distance. « Et vous pouvez avoir tous les week-ends tant que vous les passez avec moi. » Il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser d'un vampire dévorant une proie. C'était doux, hésitant et d'une tendresse dévastatrice. Eliza sentit la froideur de sa peau s'infiltrer en elle, mais au lieu de la glacer, cela la fit se sentir en sécurité. La porte grinça. Raclement de gorge. Anton et Eliza se séparèrent.
Debout dans l'embrasure de la porte se trouvaient Liam, Samuel et Arya. Ils portaient leurs pyjamas avec des chauves-souris de dessins animés. « Elle reste ?» demanda Arya, se frottant les yeux. « Oui, dit Anton, ne quittant pas Eliza des yeux. « Elle reste, bien. » Samuel bâilla, parce que Liam ait accidentellement cassé la télévision en bas avec son esprit, et nous avons besoin d'elle pour la réparer. Eliza rit, un son joyeux et authentique qui résonna dans la pièce sombre. « Allez vous coucher, petite erreur. Je m'occuperai de la télévision le matin. » Les triplés s'enfuirent en riant. Anton regarda Alyssa, un sourire jouant sur ses lèvres. « Bienvenue dans la famille, Alyssa Vance. » 1 an plus tard, la chute de la maison de Sterling fut aussi rapide que brutale. Les sections économiques des journaux furent dominées pendant des mois par l'effondrement de l'empire d'Isabella Sterling. Les titres hurlaient « Actifs de Sterling gelés dans une enquête massive pour fraude et Harris interné en sanatorium après des délires sur des monstres. » Isabella, autrefois la coqueluche de la haute société, avait été réduite à un compte moral, dépouillée de sa fortune, de sa réputation et de sa liberté. Elle était assise dans une pièce capitonnée, marmonnant à propos d'yeux rouges luisants et d'enfants qui pouvaient marcher sur les plafonds pendant que le monde extérieur avançait, oubliant qu'elle avait jamais eu de l'importance. Mais sur les falaises du domaine Thorne, le monde renaissait. Pour la première fois en 1 siècle, les lourdes portes de fer du manoir furent grandes ouvertes, non pas pour des funérailles, mais pour une célébration. L'atmosphère sombre et oppressante qui avait autrefois enveloppé le château avait disparu, remplacée par le parfum de milliers de roses blanches, les préférées d'Eliza, importées des 4 coins du monde. Elles drapaient les gargouilles de pierre noire et d'Albert, doucissant leurs visages terrifiants, et bordaient une allée sinueuse où des limousines déposaient actuellement un mélange de dignitaires humains et d'ancienne aristocratie nocturne. À l'intérieur de la suite nuptiale, Eliza se tenait devant un miroir du sol au plafond. Raclement de gorge. Sa vie de femme de ménage en difficulté, comptant les sous pour payer les médicaments de son frère, lui semblait un rêve lointain. Aujourd'hui, elle portait une robe commandée par un créateur à Paris qui devait d'une faveur à Anton depuis les années 1920. C'était un chef-d'œuvre de soie blanche et de dentelle française, avec de longues manches qui cachaient les faibles cicatrices de ses luttes passées et un col haut qui accentuait le collier de diamants reposant à sa gorge, un héritage familial du caveau des Thorne. Vous avez l'air cher. Une voix familière, raclement de gorge, craqua d'émotion. Eliza se retourna pour voir son frère Toby appuyé contre le chambranle de la porte. Il avait l'air en bonne santé. Ses joues étaient rougies de couleur, l'ombre de sa maladie complètement effacée grâce à l'équipe de spécialistes qu'Anton avait fait venir la semaine après l'incident du congélateur. Toby. Eliza respira, se précipitant pour le serrer dans ses bras. Attention, ne froisse pas la robe. Toby rit, la tenant à bout de bras. Je n'arrive pas à y croire, Elissa. Il y a 1 an, tu frottais les sols de ce type. Maintenant, tu possèdes les sols. Je les frotte encore parfois, chuchota Alyssa avec un clin d'œil. Vieilles habitudes, en plus les triplés sont des mangeurs salissants. En parlant des triplés, un bruit soudain résonna du couloir, suivi d'un rire. La porte s'ouvrit en grand, et Liam, Samuel et Daria tombèrent à l'intérieur. Ils étaient vêtus de tenues de soirée miniature. Liam et Samuel en smokings avec des cummerbunds rouges et Arya dans une robe en velours noir refusant de porter du blanc. « Nous avons sécurisé le périmètre, mère, » annonça Liam, ajustant son nœud papillon. Pas de chasseurs, pas de paparazzi, et Samuel n'a mangé qu'un seul serveur. « Je n'ai pas, » protesta Samuel, ses yeux clignotant brièvement en rouge. « J'ai juste léché la fondue au chocolat de son plateau. »« Il va bien, » assura Arya à Elissa. « Nous l'avons contraint à oublier. Il pense qu'il a trébuché. » Alyssa rit, son cœur gonflant.
Il avait fallu des mois pour qu'ils lui fassent entièrement confiance, pour qu'ils arrêtent de tressaillir quand elle levait la main pour leur brosser les cheveux. Maintenant, ils étaient ses enfants à tous égards importants. « D'accord, mes petits monstres, » dit Elisa, lissant les cheveux d'Aria. « Allez dire à votre père que j'arrive, et dites-lui que s'il rôde, je vais le faire la lessive pendant un mois. » La cérémonie eut lieu dans le jardin au bord de la falaise, sous la lumière d'une pleine lune. L'océan s'écrasait rythmiquement en dessous, offrant un orchestre naturel. Alors que la musique commençait, un quatuor à cordes d'une beauté envoûtante jouant une mélodie composée par Mozart spécifiquement pour l'arrière-grand-père d'Anton. La foule se leva. Anton attendait à l'autel, debout sous une arche de jasmin de nuit entrelacée. Il était dévastateur. L'obscurité qui s'était accrochée à lui lors de leur première rencontre avait reculé, laissant derrière elle un homme qui possédait une luminosité silencieuse et puissante. Quand il vit Elisa descendre l'allée, serrant le bras de Toby, l'ancien roi vampire arrêta de respirer. Pendant 300 ans, son cœur avait été une tombe. Raclement de gorge, maintenant, regardant la femme qui l'avait sauvé, non pas avec une épée, mais avec un sceau et un cœur courageux, il se sentait vivant. Eliza atteignit de l'autel et Toby plaça sa main dans celle d'Anton. La peau du vampire était fraîche, un contraste rafraîchissant avec l'air humide de la nuit. « Vous êtes venu, » chuchota Anton comme s'il craignait encore qu'elle ne s'enfuit. « Je vous l'ai dit. » Eliza sourit, ses yeux scintillants. « J'avais besoin de l'assurance maladie. » Les vœux furent prononcés non seulement l'un à l'autre, mais à l'assemblée réunie de deux mondes. Ils promirent de combler le fossé entre le jour et la nuit, l'humain et le surnaturel. « Moi, Anton, roi de la nuit, je te rende ma couronne. » Il prononça ses vœux, sa voix portant jusqu'au fond du jardin sans microphone. « Tu es la lumière qui a percé mon ombre. Tu es la seule chose propre dans un monde de poussière. Je t'aimerai jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent et que les océans s'assèchent. Moi, Elisa, j'accepte votre obscurité, » répondit-elle, sa voix ferme et forte. « Je promets de garder vos secrets, de protéger votre cœur et d'élever nos enfants avec amour. Je serai votre ancre quand la marée sera haute et votre abri quand le soleil se lèvera. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, Anton l'embrassa avec une passion qui fit trembler le sol littéralement. La magie du moment était trop forte pour que les enfants la contiennent. Samuel, submergé de joie, leva les mains et des traînées de magie cramoisies et dorées s'élevèrent dans le ciel, explosant en feux d'artifice qui formèrent la forme d'un cœur au-dessus de l'océan. Les invités haltèrent, applaudissant tandis que les étincelles pleuvaient sans danger. Elisa recula, essoufflée, levant les yeux vers le spectacle. Elle regarda son mari, dont les yeux étaient remplis d'adoration. Elle regarda les triplés qui dansaient sous la pluie d'étincelles magiques, et elle regarda Toby qui les portait un toast avec du champagne. La femme de ménage était venue au domaine Thorne pour laver la saleté. Au lieu de cela, elle avait découvert une famille enfouie sous la poussière des siècles. Et tandis qu'Anton la prenait dans ses bras pour la porter le long de l'allée, Elisa savait que c'était la plus vraie histoire jamais racontée. Le monstre n'avait pas besoin d'être abattu, il avait juste besoin d'être aimé. Et c'est l'histoire de comment une courageuse femme de ménage a frotté l'obscurité pour révéler le cœur d'un roi. De se défendre contre des brutes dans la bibliothèque à affronter un tueur dans un congélateur, Elisa a prouvé que le vrai pouvoir n'est pas une question de crocs ou d'argent. C'est une question de courage. J'espère que vous avez apprécié cette romance pleine de rebondissements. Si c'est le cas, veuillez écraser ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir et dit à YouTube que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Qu'avez-vous pensé de la punition d'Isabella? S'en est-elle tirée trop facilement ou la perte de sa fortune était-elle? Le karma ultime. Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Et si vous ne l'avez pas déjà fait,
Appuyez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Nous avons une nouvelle histoire la semaine prochaine à propos d'un loup-garou milliardaire qui tombe amoureux de sa chef végétalienne. Vous ne voulez pas manquer ce drame. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.